très heureuse de vous retrouver sur la chaîne citoyenne ce début de la semaine pour le rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le comité de pilotage chargé de l'organisation du Forum international sur la paix, la sécurité publique et de la défense a été mis en place ce matin. Un comité qui est donc mis en place par le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration du Tchad. C'était ce matin au ministère des Affaires étrangères, ici même à N'Djamena. On fait le point avec Romnelum Sengar Garmatini. Placé sous la clairvoyance du président de la République, garant de l'unité nationale et de la stabilité, et coordonné par le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, dont l'engagement en faveur de la paix et de la sécurité publique est de rigueur, cette rencontre vise à jeter les bases organisationnelles, en mettant en place des comités de pilotage qui auront pour mission la planification des stratégies, coordonner et orienter techniquement les travaux du forum. Ces assises traduisent une volonté commune de bâtir un avenir dans la sécurité pour tous les Tchadiens, a déclaré le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Ahmad Agabash. Symbole d'une dynamique collective, cette journée de réflexion, d'échange et de coopération sur les questions de la paix et de la sécurité a rassemblé l'ensemble des acteurs, autorités, forces de défense et de sécurité, organisations de la société civile, universitaires et partenaires internationaux, dont le ministre les appelle à travailler avec responsabilité afin que ce travail soit un succès. En présidant la mise en place de ces comités, nous venons franchir une étape fondamentale. Je vous invite tous à travailler avec responsabilité, engagement et esprit de collaboration, afin que les forums soient couronnés de succès et qu'ils soient des références pour les futures initiatives et de sécurité régionale. Je déclare ainsi effectuer la mise en place officielle des membres des comités de pilotage et des comités techniques. Le Tchad, face à la situation sociopolitique et sécuritaire très tendue, de telles initiatives qui revêtent une importance capitale vient à point nommé répondre à la question de la sécurité des populations au Tchad, dans la sous-région, mais aussi bien dans l'ensemble du continent africain. Dans le cadre de la Semaine de l'Arbre, la loi 23 qui prône la protection de l'environnement a été vulgarisée. À Moundou, dans le Logone occidental, c'était hier par la délégation provinciale de l'environnement, de la pêche et du développement durable. Les détails avec Golmem Ali Emmanuel depuis Moundou. Cette activité vise à sensibiliser et à informer le public sur les enjeux liés à la protection de l'environnement. Une activité qui, selon le délégué provincial de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Logone occidental, Moussa Ahmad Djourou, est essentielle pour promouvoir une prise de conscience collective de la communauté. Le chef de quartier Ngara, Dianyu Jean-Baptiste, a exhorté chaque citoyen à rester attentif et à poser des questions afin de mieux comprendre les enjeux liés à cette législation. Il est crucial que chacun d'entre vous soit bien informé pour éviter tout conflit avec les mesures mises en place pour la protection et la conservation de notre environnement, a-t-il souligné. S'appuyant sur des exemples concrets, le délégué provincial de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Logone occidental a expliqué à l'assistance les bienfaits de cette loi qui protège non seulement la flore et la faune, mais garantit également le bien-être de toutes les populations. Le chef d'unité adjoint de la garde forestière et faunique du Logone occidental, Idogo Mohamed Azina, a vivement encouragé la population à collaborer étroitement avec les gardes forestiers et fauniques afin d'assurer une protection efficace de la flore et la faune dans la province du Logone occidental. Il a également exhorté les habitants du quartier Ngara à s'engager pour préserver le patrimoine naturel. Des exemplaires de la loi 23 ont été distribués par le délégué provincial de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Logone occidental, Moussa Ahmad Djourou, à quelques leaders communautaires. Ces derniers ont pour mission de poursuivre la vulgarisation de cette loi au sein de leurs réseaux respectifs. Ils ont été encouragés vivement à prendre connaissance de cette loi et à participer activement à sa mise en œuvre.
Golmoum Ali Emmanuel depuis Moundou, toujours dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre à Mao. Dans le Canem, les enfants experts des espaces verts du Sahel, du Tchad, apprécient cet événement tout en livrant leurs impressions pour la préservation de l'environnement. Leurs propos sont recueillis ici et proposés par nos envoyés Roselyne Ndié-Courbois et Béramadi Riambo. Je suis venue assister à la Semaine nationale de l'arbre et à sensibiliser certaines personnes pour qu'elles puissent connaître l'importance de l'arbre. J'ai trouvé Mao cool. Au commencement, moi j'imaginais Mao pour un désert sans arbres et c'est maintenant que je suis venue découvrir certaines choses à Mao que moi je suis étonnée, quoi. Je conseille à la population tchadienne de planter des arbres, car planter des arbres n'est pas seulement venir le mettre dans le sol puis le laisser partiellement. Planter un arbre, c'est comme aussi former sa propre vie. Planter un arbre, c'est prendre sa vie en main. Planter un arbre, c'est changer le réchauffement climatique. Je trouve que la cérémonie s'est très bien déroulée. J'ai vu le Premier ministre et le ministre de l'Environnement qui étaient là. Et moi-même, j'ai participé à la cérémonie en sensibilisant des gens sur le fait de planter des arbres. Et j'ai également planté des arbres. J'ai aussi participé à des ateliers. J'ai appris que planter des arbres, c'est vital. Parce qu'en plantant des arbres, on lutte contre la dégradation de l'environnement. En plantant des arbres, on lutte également contre le réchauffement climatique. Le message que j'aimerais donner aux Tchadiens, c'est de planter des arbres. Car sous ces arbres, nous avons le même destin. Ces arbres sont un pas de plus pour changer les problèmes du Tchad. Le réchauffement climatique, c'est un problème vraiment important. Et les arbres permettent de lutter également contre ce réchauffement climatique. J'ai bien aimé cette cérémonie, je pense qu'elle a bien eu raison d'être. J'ai été sensibilisée et moi aussi j'ai sensibilisé beaucoup de gens. Le réchauffement climatique, c'est le changement du climat. C'est un phénomène mondial au cours duquel le climat change. Il fait de plus en plus chaud et ça provoque la fonte des glaciers. Ça a un impact sur la biodiversité et sur l'agriculture. Je conseille plus aux Tchadiens de planter des arbres, car quand on plante un arbre, on est convaincu qu'au moins cet arbre va jouer un rôle dans notre environnement. Je pense que l'arbre sera là, il va absorber beaucoup plus de gaz toxiques pour pouvoir libérer l'air afin que nous puissions le respirer. Et puis l'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans le système éducatif, si bien qu'elle dispose des atouts indéniables d'apprentissage, ces risques restent préoccupants. L'intégration de l'intelligence artificielle en milieu scolaire suscite une vive réaction. Le sujet a retenu l'attention de notre reporter Milamoum Sidoni avec le récit des Kaobari Esther. L'intelligence artificielle, cette nouvelle technologie, s'invite dans tous les domaines de la vie, les administrations et bien d'autres domaines. En milieu scolaire, l'IA se présente comme un outil aux multiples promesses. Elle favorise la création des parcours d'apprentissage personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de chaque élève tout en stimulant la créativité et en permettant de trouver des réponses en un temps réel à diverses préoccupations. Autant d'opportunités qui ouvrent la voie à une amélioration sensible de l'expérience éducative. Cependant, ces avancées s'accompagnent des zones d'ombre. L'IA, alimentée par des bases de données parfois biaisées, peut engendrer des erreurs d'interprétation et réduire la part de l'interaction humaine dans l'apprentissage. Certains redoutent également une perte progressive des compétences professionnelles et pédagogiques propres aux enseignants. Bon nombre de jeunes s'intéressent beaucoup aux réseaux sociaux qu'à la lecture physique. Donc, ils s'intéressent beaucoup à des choses qui se passent dans les réseaux sociaux, mais ne s'intéressent pas aux livres. Les livres, la version physique est bien intéressante parce que vis-à-vis même de leur santé oculaire. L'usage de l'IA soulève par ailleurs des interrogations d'ordre éthique et social, la surveillance des élèves, la protection de la vie privée ou encore la question fondamentale des valeurs humaines face à la technologie. À cela s'ajoute une inquiétude persistante. Et si l'IA, à terme, venait à remplacer les enseignants? Je dirais à ce jeune de ne pas carrément abandonner la version artificielle ou l'Internet, mais aussi il faut s'intéresser à la version physique. Je vais parler des livres. Et il n'est pas interdit de se considérer d'ailleurs aujourd'hui
avec l'Internet, c'est qu'on a vu que le monde est devenu facile. Donc, il ne faut pas totalement se débarrasser de l'autre, de la lecture, version physique, c'est-à-dire le livre. Ainsi, entre espoir et appréhension, l'intelligence artificielle trace son chemin dans les établissements scolaires. Si elle ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques, elle impose aussi une réflexion collective sur son encadrement et ses limites, afin que l'éducation demeure un espace profondément humain. La suite de l'actualité en société à présent, l'Union nationale des associations des personnes handicapées intensifie plusieurs plaidoyers dans le souci d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées pour une dynamique plus inclusive et participative. Ces personnes handicapées réclament une insertion dans la vie socio-professionnelle. Alphonsine Madilem nous en dit un peu plus. Plus de mendicité, plus de vulnérabilité. Nous ne demandons pas d'aide, ni d'avoir pitié de nous. Nous ne demandons que d'appui. Nous réclamons nos droits, notre dignité et notre insertion dans la vie socio-professionnelle. Telle est la vivacité d'énergie et de motivation que prônent à l'unisson les personnes handicapées. Dans une approche de gouvernance inclusive et participative, les personnes handicapées multiplient des consultations en vue de se faire entendre. Elles ont, à travers leurs projets, pour une approche réductif de l'exclusion des personnes handicapées, démontrer leur force et volonté à œuvrer auprès des élus locaux afin d'intégrer les programmes et projets adaptés dans les politiques publiques. Au niveau des communes, on va se baser sur les instruments juridiques nationaux et internationaux portant protection des personnes handicapées pour inclure dans nos plans de développement local les besoins spécifiques des personnes handicapées parce que les tests nous donnent droit. Selon elle, le handicap n'est pas une fin en soi, car tout le monde peut être handicapé. Or, les causes peuvent être diverses et variées, à savoir les accidents de la voie publique, le vieillissement, les accidents cardiovasculaires cérébraux et bien d'autres cas similaires. Pour Dime Nangtour, le handicap ne devrait pas être une excuse, mais plutôt une force. On a échangé sur cette thématique pour faire comprendre aux élus locaux que le handicap ne suffit pas simplement au fait que la personne a une déficience, mais par contre, il faut associer à cela l'accessibilité et l'environnement. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit que si l'environnement est accessible, si on n'a plus de barrières environnementales. Maïté Séverin, quant à lui, renchérit que les mauvaises perceptions de la société à l'endroit des personnes handicapées doivent changer de donne et renverser la tendance. J'ai eu l'occasion de partager avec l'autorité locale sur l'existence des textes au niveau législatif tchadien que le Tchad dispose comme cadre juridique, mais que ces textes sont méconnus et ne s'appliquent pas. Et donc ça a été une occasion pour leur parler de ces textes qui, à mon avis, reprennent les dispositions du préambule de la Constitution de notre pays en termes de dignité, en termes d'égalité de chance, en termes de participation, de la non-discrimination. En termes d'élaboration des politiques publiques en matière de la décentralisation, la prise en compte de la préoccupation des personnes handicapées au Tchad s'avère nécessaire, avec un accent particulier sur la législation des textes et lois qui garantissent la protection des personnes handicapées. En société toujours, l'assistance à une personne en danger semble peu à peu se bannir dans la société tchadienne, laissant place donc à la distinction d'ethnie et de religion ou tout simplement à la peur et à la méfiance. Les bonnes manières semblent ignorées par la population tchadienne. On en parle avec Karel Ronel. Autrefois au Tchad, la solidarité a une grande valeur. Secourir ou tendre la main à une personne en cas de danger prouve combien les Tchadiens sont un et s'aiment sans distinction d'ethnie ni de religion. Mais de nos jours, les données ont changé, faisant place à la peur, la méfiance et bien d'autres préjugés. L'on peut voir son semblable accidenté, en train de lutter avec la mort, mais continuer tranquillement son chemin, alors que la vie d'un être humain est précieuse. La société tchadienne est reconnue par son caractère solidaire et hospitalier, qui constituait ses
valeurs. Mais ces bons caractères ont disparu de nos jours. La méfiance et surtout le Kandjiraton ont donné une image sombre à ces vertus que sont la solidarité et l'hospitalité des Tchadiens. Quelques citoyens donnent leurs opinions en ce terme. Il n'y a pas la confiance entre nous en tant que population. Souvent, est-il que quand une personne est en danger et que vous venez à la rescousse de la personne, quelquefois ça retourne contre vous. Donc, c'est que tout le monde vit dans la peur. Donc, tu n'as pas envie de prendre la personne, l'amener à l'hôpital et à la fin, on dit que c'est vous qui êtes à l'origine de la situation de son accident. Il y a beaucoup de gens, certaines, quand tu parles en cas d'accident ou en cas de menace, tu peux l'assister. Mais il y a beaucoup de méfiance parce qu'il y a certains gens, tu viens, tu les assistes et après ça retourne mal contre toi. C'est là où les gens se méfient pour assister. La personne étant en danger, on est venu la secourir et c'est devenu un autre problème pour celui qui l'a secouru. Donc c'est plutôt ça. Voilà. Donc vous voyez, cet exemple-là fait que une personne en circulation devant vous, percutée par inadvertance et l'autre s'enfuit. Toi qui viens après, tu te précipites sur la personne, mais la personne te tient pour responsable plus tard. On ne peut pas comme ça laisser quelqu'un qu'on voit en danger. Mais du fait que ce comportement-là perdure, alors de peur, alors on ne le fait pas. Il fallait que chacun puisse prendre conscience, que les Tchadiens puissent prendre conscience. Je le disais tantôt, nous sommes chrétiens, musulmans, animistes, et dans nos valeurs culturelles, il y en a dedans. Et comment regarder quelqu'un qui est en danger là, gissant dans le sang et passé. Donc il fallait qu'on revienne un peu à nos valeurs. Si ce n'est pas la loi, aujourd'hui la loi, les gens en font des choses, mais nos valeurs sont là. Il faudrait quand même, dans nos cultures, il faudrait quand même le secours. Si assister une personne en danger est une autre source de conflit ou encore une manière de se faire de l'argent, que va devenir le Tchad de demain? Dans nos prochaines éditions, nous aurons l'avis des sociologues pour nous élucider sur ces sujets. Les Chantres Unis du Tchad ont officiellement lancé la formation de l'école de louange et de la musique. Cette cérémonie a eu lieu dans les locaux de Electron TV en présence des responsables et des enfants venus pour la circonstance. Chanel Alaou nous en dit un peu plus. Hier dimanche, dans les locaux d'Electron Télévision a eu lieu le lancement de la première édition de l'École nationale de louange et de la musique. Une initiative louable des Chantres Unis du Tchad qui vise à initier les jeunes enfants à une relève dans le ministère de la louange et l'adoration et enseigner les jeunes à la parole. J'ai commencé à être formé à chanter quand j'avais 7 ans. Et j'ai vu combien c'est très agréable et c'est très merveilleux. Dans le clip que nous avons projeté au début ici, je voulais simplement vous dire que si on peut réussir à chanter en famille, c'est beaucoup de choses. Les Chantres Unis ont commencé au Tchad, aujourd'hui ça fait 25 ans. Et nous avons certainement formé, nous avons aussi accompagné ceux qui ont été formés avant que les Chantres Unis n'arrivent. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre pays, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui a vu le jour et c'est vous. Cette parole que le pasteur Gabriel vient d'apporter, c'est vraiment le fondement. Cet enfant qui était là et qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Dans votre famille, parfois vous avez l'impression, vous voyez que la famille, ça ne marche pas très bien. Papa et maman ne s'entendent pas, nous les enfants, on ne s'entend pas, on ne prie pas dans la maison, ainsi de suite. Il y a beaucoup de problèmes. Mais vous, peut-être que vous avez les 5 pains et les 2 poissons pour permettre à Jésus de faire le miracle dans votre famille. Initialement prévu pour une période d'1 mois, la durée a été révisée à 14 jours. La première semaine sera axée sur l'enseignement de la parole, l'adoration et la prière. Quant à la deuxième semaine, elle donnera lieu à des visites, à l'instar de l'Assemblée nationale et le Sénat et de la natation. La première journée de formation a débuté ce matin avec la levée des couleurs. Pendant ces 2 semaines, les apprenants auront 2 heures de cours dans les apprentissages d'instruments, 1 heure en matinée et 1 heure en soirée.
Et puis, le président des Chantres Unis du Tchad a lancé officiellement une formation dénommée École de louanges et de la musique. C'était ce matin, donc toujours dans les locaux de Electron, groupe média situé à Gassi dans la commune du 7e arrondissement. Le but de cette formation est d'outiller les enfants en technique de louange et des instruments de musique. Kodimadi Betoubana Hortense nous en dit un peu plus. Tout a commencé par la levée de couleur du drapeau bleu, or, rouge. La formation vise à inculquer à ces enfants les techniques nécessaires en matière de louange et de la musique. En cette première journée, ces enfants sont outillés dans 4 modules, à savoir la technique vocale, la guitare basse, la manipulation des pianos et la batterie. À la question de savoir ce qui a motivé cette initiative et pourquoi le choix de cette tranche d'âge, le président des Chantres Unis au Tchad répond. Et c'est une première édition, c'est un premier exercice pour les enfants, même si en 2013 nous avons déjà fait un genre d'exercice pareil en une semaine. Cette fois-ci on va faire en 2 semaines, et progressivement 1 mois et au fur et à mesure voir ce que ça va donner. Mais nous sommes convaincus que les enfants ont besoin d'être formés. Nous avons été formés et si nous ne le faisons pas pour les enfants, ce serait dommage. C'est une génération qui a soif de la connaissance. Et le signe de cette génération, c'est qu'elle est très curieuse. Donc si on ne leur donne pas ce dont elles ont besoin, la curiosité peut parfois les dérouter. C'est pour cela que nous avons lancé cette formation. Les enfants sont divisés en groupes parce que, en fonction des âges, la méthode de transmission diffère. On ne peut pas enseigner un enfant de plus de 14 ans de la même manière qu'un enfant de 7 ans. C'est pour cela que nous les avons donc mis dans des groupes qui ont une certaine compatibilité d'âge, afin de faciliter la compréhension du message, mais aussi de permettre aux formateurs de considérer que, suivant les tranches d'âge, il y a aussi des stratégies à changer pour permettre que les enfants soient bien formés. Le souci qui a amené le président des Chantres Unis à initier cette formation est d'amener ces enfants à découvrir des potentiels cachés en eux. Chaque enfant a un talent, chaque enfant a un potentiel. Et donc, culturellement, nous voulons que les enfants s'expriment, mais en même temps qu'ils comprennent la société dans laquelle ils sont, afin qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, être simplement en train de singer les choses culturelles d'ailleurs. Donc voilà un peu ce que nous voulons faire à travers cela. Et en termes d'objectifs, nous espérons réveiller en eux le potentiel et leur permettre de comprendre aussi leur contexte. Culturellement, il est important que les parents laissent leur progéniture venir apprendre pour la bonne croissance de leur vie spirituelle. La dystrophie ovarienne, souvent appelée syndrome des ovaires polykystiques, est une affection hormonale complexe qui touche donc les femmes. Plusieurs facteurs sont impliqués, notamment les facteurs génétiques. Suivi à ce sujet le reportage de Raïssa Élysée avec le récit de Yakilidia. Le SOPK, entendez, syndrome des ovaires polykystiques ou dystrophie ovarienne, découle d'une maladie autour des ovaires. C'est un dysfonctionnement, une anomalie au niveau des hormones. Elle tire sa source comme une pathologie pantogrène. C'est un problème qui est réservé du dysfonctionnement des hormones chez la femme. Il y a différents mécanismes qui entrent en jeu. On suppose qu'à la base, une sécrétion excessive d'androgènes qui affecte le fonctionnement des ovaires selon Obélie Askemde, gynécologue à l'hôpital Le Bon Samaritain. Ce qui cause cette maladie, donc au niveau du cycle menstruel de la femme, il y a au moins 3 phases. Il y a la phase folliculaire, l'ovulation et la phase post-folliculaire. Et donc pendant cette phase, la première phase folliculaire, donc avant d'arriver à l'ovulation, il va y avoir un recrutement des petits follicules là, au niveau des ovaires. Et donc, ce qui se passe en cas de dystrophie ovarienne, c'est que ce recrutement se fait avec des petits follicules qui ne vont pas devenir mûrs, qui vont arriver jusqu'à la maturation et arriver à l'ovulation. Donc c'est un recrutement anormal des follicules immatures et qui s'accumulent au niveau de la phase folliculaire chez la femme. Toujours selon le gynécologue Obélie, les causes de la dystrophie sont nombreuses et créent des troubles dans l'organisme de la femme atteinte de cette maladie. Tant qu'on ne traite pas, il va y avoir une dysovulation, bien une absence carrément d'ovulation. Donc il va falloir traiter, d'accord, traiter par exemple si c'est une cause liée à une résistance à l'insuline, on serait obligé de mettre ces femmes-là sous le traitement antidiabétique oraux
pour réduire et permettre qu'il y ait une bonne insulinémie et mettre d'autres molécules pour pouvoir stimuler, pour que la femme puisse ovuler et tomber enceinte. Donc sinon, c'est la cause fréquente de ne pas tomber enceinte chez les femmes. De nombreuses femmes atteintes de cette maladie présentent une résistance à l'insuline, entraînant une augmentation de la production d'insuline par le pancréas. La dystrophie ovarienne est à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements chez la femme. Un phénomène qui est lié au cycle menstruel, à la production des hormones, une pathologie hormonale. Et il y a des femmes qui sont prédisposées à avoir une résistance à l'insuline ou bien pour la thyroïde. Mais on ne peut pas prédire, mais on ne peut pas dire à l'avance qu'il faut faire telle ou telle chose pour ne pas pouvoir avoir une dystrophie ovarienne. En fait. La dystrophie ovarienne est une maladie complexe avec une composante génétique et de facteurs environnementaux qui interagissent pour causer de dérèglements hormonaux, des troubles de l'ovulation et d'autres symptômes. Il est conseillé pour toutes les femmes qui souffrent de cette maladie de se faire consulter par les médecins pour un suivi normal afin de concevoir. Réunis donc pour le 45e sommet ordinaire, les chefs d'État et gouvernement de la communauté du développement de l'Afrique australe ont réaffirmé leur appui à la paix en République démocratique du Congo et rendu hommage aux membres de sa mission tombés sur le terrain. Raïssa Élysée avec Kaubari Esther nous en parle. Réunis à Antananarivo pour le 45e sommet ordinaire, les chefs d'État et les gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ont réaffirmé leur engagement à soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a salué les efforts conjoints de la Commission de l'Union africaine, de la SADC et de la communauté d'Afrique de l'Est visant à intégrer les processus de Luanda et de Nairobi, tout en soulignant la nécessité d'une complémentarité accrue avec d'autres initiatives internationales, notamment l'accord de Washington 2025. Les dirigeants ont rendu un hommage solennel aux hommes et aux femmes de la mission de la SADC en RDC, tombés en opération, considérés comme incarnant les valeurs de solidarité et de paix. Le sommet a également condamné la diffusion des fausses informations sur ces déploiements, précisant qu'ils s'effectuent dans le plein respect des principes régionaux et internationaux et avait pour objectif de soutenir les États membres face à des agressions extérieures. Un rapport de la présidente sortante de l'organe sur la politique, la défense et la sécurité, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, a été présenté et salué pour son rôle dans la promotion de la paix et de la sécurité régionale. Le sommet a élu le président du Malawi, Lazarus Chakwera, comme nouveau président de l'organe et le roi Mswati III du royaume de Swatini comme président entrant. La rencontre a également relevé des avancées au Lesotho marquées par l'adoption du 10e amendement constitutionnel et le retrait du pays de l'agenda de l'organe Troïka en reconnaissance des progrès enregistrés dans le processus de réforme nationale. Par ailleurs, le sommet a félicité le Botswana, la Namibie, le Mozambique et Maurice pour l'organisation d'élections pacifiques, tout en encourageant la poursuite du dialogue inclusif en cours au Mozambique. Enfin, les chefs d'État ont exprimé leurs condoléances à la suite du décès d'anciennes personnalités de la région et rendu hommage à la construction de la SADC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité de nous suivre sur Electron Group Média. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Du futur. Electron